Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 10, épisode 2! Pou, 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 pou! On continue notre périple avec nul autre que PPP7 la légende! Salut Pierre, en forme? Salut Simon. Ouais, ça va, toi? Oh oui, je suis survolté parce qu'on continue notre aventure sur les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. C'est toute une aventure dans laquelle on s'est lancé, là. C'est assez ambitieux, effectivement. C'est des choses qu'on voit de temps en temps arriver sur les vidcasts ou podcasts des chroniqueurs de jeux, mais il me semble qu'on n'a pas vu souvent les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Ouais, et là, d'ailleurs, on s'est un peu révisé sur notre approche là, entre les deux épisodes. Là, on fera pas ça à chaque épisode, là, mais là, la dernière fois, c'était l'épisode 1. OK, on s'adaptait, c'est Pierre et moi seulement aussi, c'est une nouvelle formule. JF hein, va venir bientôt, il sera là, on vous promet qu'on va le retrouver. On va le retrouver, JF. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, au dernier épisode, on avait chacun une liste, Pierre et moi, mais on s'est rendu compte, en regardant nos listes, qu'on avait à peu près 80% de mêmes jeux dedans. Alors, on trouvait ça bizarre, en fait, d'avoir comme deux listes, de chevaucher ça comme ça. Alors, on a juste dit, hey, on fait une liste, puis c'est celle-là qu'on vous présente à partir d'aujourd'hui. Donc, ce qui a été présenté à l'autre épisode, bien entendu, est toujours valide, mais à partir de maintenant, on vous présentera une liste unifiée. Tout à fait. Et ça va nous permettre aussi parfois de remettre en question des choix qui ont été faits dans la liste. Parce que, ça se peut qu'il y ait des titres de cette liste-là qui ont été plus choisis par une personne que par un autre, et puis l'autre va probablement essayer de débattre pourquoi ce choix-là aurait été prévalu. Oui, exact. De là, l'importance aussi, les 8 critères qu'on va pousser au cours de la saison pour définir qu'est-ce qu'un jeu influent. On va y arriver très bientôt, mais juste avant de se lancer, une ou deux petites annonces à gauche, à droite pour faire vite. 9 octobre, party de fin de saison de balado ludique en personne avec masque. Oui, mesdames et messieurs. Alors, ce sera party COVID en humain. Je ne sais pas exactement où ça va se faire encore, mais mettez ça dans votre agenda. Ça risque d'être toute une déchéance, comme on dit. C'est ce qu'on dit? On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. OK, parfait. Pierre, toi, t'as prévu en virer une solide, hein? Oui, c'est dans mes habitudes, ça. Excellent. Et on n'a pas le choix aussi de parler d'un des projets qui nous tient le plus à cœur en ce moment. C'est bien entendu le proto de l'année. Le proto de l'année bat son train. Les inscriptions vont commencer, en fait, sont déjà commencées quand vous entendez cet épisode. Et vous avez encore quelques secondes pour nous envoyer votre fiche promotionnelle pour la soirée fignolage de lundi, le 6 septembre. Dans quelques jours à peine. J'espère que vous écoutez ça live. Si vous écoutez ça en 2023, désolé, c'est peine perdue. Ça fait le tour des petites annonces. On va se lancer maintenant sans plus tarder. Les 50 jeux les plus influents des 50 dernières années. Et comme à chaque début d'épisode, on va parler d'un critère de sélection sur lequel on se base pour déterminer si un jeu est influent ou non. Petit rappel, là, la dernière fois, on avait abordé le sujet du nombre de joueurs, la communauté autour d'un jeu, on pourrait même dire le culte autour d'un jeu. Aujourd'hui, Pierre, de quoi est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, on va parler de l'industrie du jeu, à vrai dire, de l'impact qu'un jeu influent peut avoir dans l'industrie. C'est probablement dans les 8 critères qu'on a établis celui qui est le plus flagrant lorsqu'on veut parler d'une influence qu'un jeu peut avoir dans l'histoire, parce que dans le fond, l'impact dans l'industrie, ça veut souvent dire la création d'un nouveau style. Un peu comme en musique, le jazz est apparu au début du 20e siècle, principalement à cause de M. Louis Armstrong. Mais le jazz a quand même connu des premières avancées avant.
Je pense que certain Buddy Bolin était un musicien qui aurait fait naître le jazz aux États-Unis. On peut parler aussi des jeux vidéo, puisqu'on est dans les jeux. Les jeux vidéo ont eu leur style de jeu qui sont apparus à un certain moment dans l'histoire. Par exemple, les jeux de stratégie en temps réel, comme StarCraft et Warcraft, eh ben, ni l'un ni l'autre a été le premier du genre. C'est plutôt Dune, le jeu. Oh, C'est on plutôt, se souviendra tout de ce jeu de RTS de Dune, à quel point c'était excitant comme jeu. n'est-ce pas, pour parler du jeu en tant que tel, ça arrive à point puisque l'émission est enregistrée quelques semaines avant la sortie du nouveau film de Denis Villeneuve. Mais il faut savoir aussi que Dune, c'est pas Dune, mais Dune 2, puisqu'il y avait Dune 1 en jeu vidéo, qui n'était pas un jeu de stratégie à temps réel. Quand ils ont fait le deuxième, c'est là que tout a changé et que le reste a suivi dans l'industrie. Donc, c'est ça, un jeu qui va vraiment avoir un impact dans l'industrie. C'est un jeu qui va vraiment changer la donne, qui va amener des nouveaux consommateurs, s'il en faut, et qui va littéralement élargir le spectre du ludique, finalement. Absolument. Et sans vouloir trop divulgacher la liste du futur, ben, on peut penser juste très près de nous à un jeu comme Unlock, qui a ouvert une nouvelle branche de jeux. Oui, les jeux d'évasion en boîte, mais particulièrement les jeux jouables de façon limitée. Hein, d'acheter une boîte et ne pas le jouer à l'infini. C'est pas nécessairement quelque chose qui existait, oui, ça existait, là, mais c'est quand même un jeu qui a eu un gros impact sur l'industrie et qui a dit c'est possible d'avoir un succès commercial avec un jeu que les gens vont pouvoir jouer seulement une fois avec. C'est ça aussi des nouveaux sentiers de consommation. Là. Oui, absolument. Alors, sans plus tarder, on va se lancer avec les jeux d'aujourd'hui. On est parti, on est en 1974, toujours cette même année. La dernière fois, on s'est quitté en 1974. Oui, s'il faut rappeler qu'est-ce qu'on a fait en 74, on s'était quitté sur le jeu du lièvre et la tortue, le jeu Euro, en fait, qui a été le premier à gagner le Spiel des CRS en 1979 et qui a vraiment mis je dirais, officialisé les jeux Euro à partir de ce moment-là. Parce que le lièvre et la tortue était un jeu qui a été propulsé dans la popularité à cause de son thème universel, qui était la Fable de la Fontaine, et aussi du style de jeu que c'était, qui est un jeu de course, le style de jeu de course, qui est le style de jeu de société le plus connu et le plus ancien dans les jeux de société. Donc le lièvre et la tortue avait cette qualité de réinventer totalement le jeu de course pour le mettre au goût du jour, le rendre moderne, et a été totalement proclamé comme étant un nouveau phare dans les jeux de société en gagnant le Spiel des Jahres. Exact. Et là, bien entendu, on va passer tout l'épisode à vous reparler des jeux qu'on vous avait parlé la dernière fois. Alors, je veux quand même ouvrir une parenthèse sur Dragnas Austin, qui était le premier Monster Game, donc un jeu immense, parce que ça va être un thème aujourd'hui au fil de la rencontre qui va nous propulser en 1974, où on était déjà rendu. Une époque où il y avait, et là je vous mets un petit peu dans l'introduction, il y avait déjà les jeux d'improvisation théâtrale, il y avait le wargaming qui était vraiment établi avec des méga jeux, et il y avait des jeux de médiéval fantastique, KPDP qui apparaissaient graduellement. Et tout ce contexte-là des années 70 nous permet d'arriver avec l'un des jeux les plus influents, en fait, de l'histoire du jeu. Si on avait à faire un top 5, peut-être que ce jeu-là aurait été dedans. Euh, il s'agit, bien entendu, du jeu créé par Gigax et Anderson, Donjons et Dragons. Je vais laisser Pierre l'idée là-dessus et je vais intervenir à certains moments clés de la présentation. Ouais, effectivement, t'as pas mal lu dans mes pensées quand tu disais que si on en avait à faire un top 5 de notre liste, Donjons Dragon serait dans le top 5. En fait, j'irais même plus loin. Donjons Dragon est littéralement, de tous les 50 jeux dont on va parler, le plus influent de tous. Point. Oh, c'est difficilement. J'ai de la misère à vouloir confronter cette pensée, en fait.
Oui, parce que dans le fond, une fois qu'on aura connu les 8 critères, vous allez vous apercevoir que Donjon Dragon n'en rate pas un. Euh, Donjon Dragon est vraiment, dans toutes les façons possibles, un jeu qui a changé le monde. Point. C'est pas seulement le jeu de société qui l'a changé, il a changé littéralement la façon dont on peut penser le jeu et aussi la façon dont on peut voir de quoi ça parle Donjon Dragon. Parce que Donjon Dragon, dans le fond, c'est la naissance du jeu très, très développé sur une thématique médiévale fantastique. Avant que Donjon Dragon arrive sur le marché en 74, on pouvait faire référence à ce monde-là. On pouvait avoir des jeux qui pouvaient en parler un peu, mais très, très peu. Et si c'était des jeux qui pouvaient en parler, c'était vraiment des jeux très superficiels pour les enfants. Donjon Dragon, ce qu'il a fait finalement, c'est qu'il a rendu la vie au fameux livre, au fameux trio de livres de M. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, qui était déjà vraiment quelque chose de fort établi dans la culture, mais qui n'avait pas d'écho ludique. Donjon Dragon a su trouver une résonance à ça. Donjon Dragon a tellement été fort que, en fait, il a été beaucoup plus qu'un jeu, il a été une mode. Il a été une façon de s'évader, euh, et pas seulement à travers le jeu lui-même, mais à travers toutes les choses culturelles que ça a engendré. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose, sinon? Ben non, mais que tu l'as très bien dit, en fait, ça devenait. On parlait de communauté là dans le fond, on parlait de ça, c'est que c'est devenu un mode de vie pour certaines personnes. C'est devenu. Des groupes se sont créés autour de ça. Ça a vraiment créé des petits, des petites communautés un peu partout sur la planète avant l'Internet, avant toutes ces choses-là. Vraiment un jeu qui apparaissait à un moment absolument unique là, de l'humanité. Et tu sais, tu parlais de Tolkien, Seigneur des Anneaux. Quand on se met à creuser un peu sur Donjon Dragon, on se rend compte que oui, il y a une influence superficielle de Tolkien, mais en réalité, c'est un univers en soi qui est très développé et qui n'est pas juste calqué sur l'univers de Tolkien, c'est comme sa propre version du monde fantastique, là. Oui, exactement. En fait, c'est surtout le monde de ces deux créateurs dont il est question, Monsieur euh, Gigax! Gygax et Monsieur Arneson. Tous les deux morts d'ailleurs, depuis au moins 11 ans chacun. En fait, Gygax est mort en 2008, Arneson est mort en 2009. Ça a fait quand même un bon séisme quand on a annoncé la mort de ces deux messieurs, puisque ils ont littéralement changé la face des jeux de société. Comment ils en sont arrivés à créer ce phénomène ludique? C'est, encore une fois, faut-il le mentionner, les wargames, les jeux de guerre dont on a parlé à l'émission dernière avec Dragnark Austin. C'est grâce aux jeux de guerre que Donjon Dragon est né, puisque Donjon Dragon était au départ le fruit de quelques scénarios de guerre, mais adaptés à la sauce médiévale. Gary Gygax, en fait, était au départ un grand amateur de jeux de guerre. Tellement grand amateur de jeux de guerre qu'il a écrit des articles pour les jeux de guerre dans les années 60. Gygax avait lâché l'école secondaire en 56 pour devenir un obsédé des jeux de guerre et gagner sa vie comme commis dans un bureau de poste. Mais il était vraiment à fond la caisse, passionné des jeux de guerre, et il les suivait tous. Il a même créé un groupe, l'International Federation of Wargaming, en 1967, pour rassembler tous les amateurs comme lui et partager des expériences et finalement organiser des séances qui pouvaient durer des week-ends de temps pour finalement jouer à toutes sortes de jeux de guerre et même inventer des nouveaux jeux de guerre. Et c'est à travers ce groupe-là que Gygax a rencontré M. Arneson. D'ailleurs, une des petites anecdotes, je sais pas si tu allais vers ça, mais ça m'a surpris quand j'ai vu ça, c'est que Gigax, c'est un des fondateurs de Gen Con. Oui. Et c'est à Gen Con qu'il a rencontré Arneson. D'ailleurs, je crois que c'était le tout premier Gen Con qu'il a rencontré pour la première fois, là. Oui, c'est en 1969.
Effectivement, c'est une bonne parenthèse. Non seulement Gygax est responsable de Donjons et Dragons, mais il est responsable de la plus grosse convention d'une société aux États-Unis annuelle. C'est quand même pas n'importe quel dude, là. C'est pas n'importe quel dude. Et pourquoi Gygax a fondé Gen Con? Ben, c'est encore en lien avec le International Federation of Wargaming, parce que dans le fond, Gen Con, en 69, ce n'était vraiment pas Gen Con d'aujourd'hui. C'était pas la convention des jeux de société que vous voyez sortir sur le marché. C'était une convention de Wargamers. Donc, c'était les jeux de guerre qui étaient à l'honneur. C'était Avalon Hill qui était l'éditeur que tout le monde voulait connaître. Et puis, ben, il y en avait d'autres. Guidon Games était un autre éditeur. C'est celui, d'ailleurs, qui a récupéré les idées que Gygax avait à force être dans ce monde-là. Gygax avait aussi des penchants pour qu'est-ce que ça pourrait être la guerre, mais dans le médiéval, parce que les wargamers avaient vraiment le choix, l'embarras du choix dans la façon de jouer à des jeux de guerre, mais ça se retrouvait toujours dans des scénarios de guerre qui partaient des guerres napoléoniennes jusqu'à aujourd'hui. Avant ça, il n'y en avait pas beaucoup. Et il n'y en avait surtout pas dans le temps médiéval. Alors, il fallait vraiment user de beaucoup de créativité s'il fallait faire ça. Et les gens étaient là pour ça. C'était tellement des gens passionnés, ces joueurs-là, qu'ils étaient prêts à le faire. Et Arneson en était. Arneson était probablement encore plus passionné que Gygax, d'une certaine façon. C'est-à-dire que Gygax était plutôt un rassembleur. Arneson était le cerveau qui a imaginé qu'est-ce que ça pouvait être le jeu de rôle Donjons et Dragons. Parce que Arneson, à vrai dire, était plus scolarisé plutôt que Gygax au départ. Arneson était à l'université lorsqu'il a connu Gygax, il étudiait en histoire. Mais Arneson avait vraiment une passion dévorante pour les jeux de guerre aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Arneson a assisté à des réunions de séances de wargaming, et il a rencontré Gygax dans ces séances-là. Et il a joué à un jeu, à vrai dire, qui était pas animé par Gygax, mais qui était animé par un autre monsieur qui allait faire des jeux de guerre aussi, mais qui était un soldat en plus. En fait, il a été recruté par l'armée et ça l'a un peu arrêté ses activités dans les jeux de guerre. Arneson a pris sa place et il a animé les jeux, les séances de jeux que ce monsieur-là faisait. Et ces séances de jeux-là se déroulaient dans l'époque napoléonienne, justement dans une ville fictive en Allemagne. Braunstein, je pense que ça s'appelait. Et lui, quand Arneson, quand il a pris le relais, il a décidé de prendre place l'action dans un vieux château qui s'appelait Blackmore. Et il s'est dit, les personnes qui vont jouer là-dedans vont incarner des personnages qui vont explorer les souterrains de Blackmore et qui vont découvrir des choses mystérieuses. Et il y avait le beau jeu de faire ça parce que avant, la table avait été mise parce que dans Braunstein, on ne jouait pas des soldats qui s'en allaient attaquer d'autres soldats. On jouait plutôt des villageois de Braunstein qui étaient un peu à côté de la guerre et qui pouvaient y participer. Et Arneson avait lui proposé qu'on pouvait avoir des objectifs à remplir qui n'étaient pas des objectifs de guerre, mais plutôt des objectifs qui étaient en dehors de la guerre. Donc, faire avancer sa carrière de banquier, par exemple, si on était un banquier dans ce village-là. Ou de boulanger. Hein? Ou de boulanger, exactement. Donc, c'est comme ça qu'il en est venu avec l'idée qu'on pourrait avoir un rôle qui pourrait évoluer en faisant toutes sortes de choses. Et en plus, en prenant lui-même le rôle de celui qui mettait le scénario en jeu, il faisait comme finalement c'était à l'origine à Braunstein. Il faisait en sorte que c'est lui qui arbitrait les conflits qui pouvaient se faire. Donc, il y avait un maître de jeu qui était là. Et c'est là que le jeu de rôle est né. C'est là que Arneson a mis en place la conception du jeu de rôle, l'avancement d'un personnage, son comportement, ses nouvelles capacités qu'il peut développer, et tout le scénario qui se développe avec ça, avec l'exploration de certains couloirs. Pendant ce temps-là, Gygax, lui, a inventé des règles de combat pour le médiéval,
Et il s'est fait récupérer ses idées par Guidon Games, l'éditeur de Wargames, qui a décidé de mettre en place le livret Chainmail. Chainmail, qui était finalement les idées de Gygax pour adapter les règles de Wargames dans l'univers médiéval fantastique. Et là, avec ça, Arneson et Gygax se sont mis ensemble pour créer Donjons et Dragons. Parce qu'ils ont... Peut-être une petite parenthèse là-dessus, c'est que dans Chainmail, qui était justement le jeu pour gérer des combats médiéval fantastiques, même pas médiéval fantastique, seulement médiéval, il y avait une petite extension à ce livret-là qui permettait de gérer des combats un contre un. Donc, avant, les jeux de guerre, hein, c'est tout le temps armée contre armée, bataillon contre bataillon. Comme tu gères plein de personnes. Mais dans Chainmail, il y avait la possibilité de gérer des combats un contre un. Donc, très, très précis. Et il y avait une genre d'extension aussi, un petit livret qui permettait de jouer des héros, de jouer des magiciens, en fait. L'extension sur les magiciens était assez développée dans cette petite extension. Fait que je te laisse continuer là-dessus. Oui, tu as absolument raison, Simon. C'est un détail quand même important parce que c'est ça qui faisait en sorte que Donjons et Dragons pouvait prendre une perspective beaucoup plus fantaisiste. Et là, ben, évidemment, Gygax, tout motivé, tout enthousiasme, comme il l'avait toujours été depuis sa passion pour les jeux, avait les idées de grandeur en voulant lancer ce jeu-là et en proposant à Avalon Hill, qui le refusait. Gideon Games le refusait aussi. Alors il a dit à Arneson, ben, on va le faire, on va le financer. Arneson a dit non, moi j'ai pas les moyens de ça, je suis juste un étudiant. Gygax, lui, ben, il reculait devant rien. Alors, il a dit, bon, je vais fonder une compagnie, tiens, je vais appeler ça TSR, Tactical Strategic. Tactical Studies Rules. Tactical Studies Rules, merci Simon. Et Arneson est embarqué dans la galère pour en devenir le directeur créatif. Et c'est comme ça que les deux ont créé Donjons et Dragons en 1974, un petit livret blanc qui donnait finalement les règles à suivre pour faire des premiers scénarios de Donjons et Dragons. C'est un premier scénario qui s'appelait Blackmoor. Blackmoor, exactement, qui était littéralement celui qui était pris par Arneson, parce qu'Arneson avait beaucoup plus développé son scénario. Pendant ce temps-là, Gygax lui avait développé plutôt le monde de Donjons et Dragons, qui était le monde de Greyhawk. Mais bon, ensemble, ils ont réussi à faire la vente de 1000 copies de ce petit livret blanc en 11 mois. Et l'année d'après, 3000 copies supplémentaires se sont vendues. Donc, les choses allaient très bien. Gygax avait bien flairé la chose. Il avait d'ailleurs dit à Arneson, il faut se dépêcher de faire ça parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des idées de faire des jeux de guerre médiévaux. Si nous, on établit un standard avant tout le monde, on va aller plus loin. Et il avait raison, parce que en 1976, une nouvelle édition revisée et simplifiée de Donjons et Dragons était faite. En 1977, une version avancée arrivait. C'est-à-dire qu'on appelait ça Donjons et Dragons Advanced pour les joueurs qui vraiment avaient avancé leur niveau très très loin. Bref, pas si loin que ça en fait, parce qu'on pouvait dire que ça pouvait commencer au niveau 4, ceux qui jouaient à Advanced Donjons et Dragons. Mais bref, ça fonctionnait et après ça, ben, c'était vraiment la folie qui s'est emparée du phénomène. 12 000 copies par mois étaient vendues de Donjons et Dragons à partir de 1980. Et Arneson et Gygax pouvaient facilement faire dans ces chiffres de salaire à cause de ça. En 1984, 750 000 copies de Donjons et Dragons avaient été vendues. Donc, en seulement 10 ans, donc, le jeu s'est vendu à 750 000 copies sans avoir un seul prix, sans avoir, évidemment, avec l'aide de publicité. Mais le bouche à bouche faisait son œuvre et la culture faisait son œuvre parce que, en plus des jeux qui se multipliaient, eh ben, je vous disais tout à l'heure que la mode dépassait le jeu. Parce que c'est à partir des années 80 qu'on a vu des films de médiéval fantastique arriver. Des films comme Conan le Barbare, par exemple. Ou des films comme Krull, en 83. Ou, par exemple, Willow, de M. Lucas lui-même, en 87. Le médiéval fantastique était à la mode parce que Donjons et Dragons le mettait à la mode. Ouais, puis tu parles de ça aussi, c'est toute une nouvelle génération de joueurs et de joueuses qui tombaient sur ces jeux-là. C'était pas nécessairement les
les wargamers qui transféraient. Là, c'était des nouvelles personnes qui ne jouaient pas nécessairement à des jeux avant, qui découvraient cet univers, qui se faisaient emporter par un maître de jeu qui prenait vie, qui incarnait des personnages, en fait. Oui, exactement. En fait, ce qui était vraiment fameux de Donjons Dragons, c'est que, on le disait tout à l'heure, l'impact dans l'industrie. Donjons Dragons proposait une expérience absolument nouvelle. Ce n'était plus question de gagner, c'était simplement question de vivre une expérience. Parce qu'il n'y avait pas de victoire à avoir dans Donjons Dragons. Il y avait simplement une évolution et une sensation à vivre par rapport à une histoire qui se développait et à laquelle on participait. Alors, ça pouvait vraiment s'adresser à n'importe qui pour peu que la personne avait de l'imagination. Et pour le reste, ben, ça se faisait avec le maître de jeu qui avait pris soin finalement de bien reviser l'histoire qui était pour être vécue. C'était vraiment du jamais vu et c'était vraiment le bienvenu parce que ça amenait vraiment à l'industrie des gens qui vraiment voulaient pas vraiment se casser la tête à réfléchir comme on joue aux échecs, mais plutôt qui voulaient se détendre en fantasmant sur toutes sortes de choses et en lançant des dés de fois de temps en temps pour voir qu'est-ce qui pouvait se passer selon les actions qui étaient prises. Ouais, il voulait s'évader, hein. Puis, tu sais, on pense à tous les jeux vidéo, les gros open world, MMO, RPG. Ben, tu sais, c'était un peu cet effet-là que ça avait à cette époque, là. Les gens pouvaient incarner un personnage dans un monde fantastique qui leur permettait vraiment de voyager, là. Oui, ben évidemment, Donjons Dragons a été un peu la solution à ceux qui voulaient voyager avant les jeux vidéo. Et même si les jeux vidéo sont arrivés à la même époque, il y avait quand même du chemin à faire avant d'arriver à des jeux vidéo comme Donjons Dragons. Ouais, c'est ça, avec un univers aussi. En fait, le maître de jeu, hein, ça aussi, tu sais, tu parlais un peu de Braunstein tantôt, je sais pas trop, c'est un jeu avec un arbitre, là, on a Ouais. comme été vite là-dessus, mais un jeu avec un maître de jeu, ça aussi, c'est un facteur très innovant qui a eu un impact, en fait, qui a créé le concept du jeu de rôle, puis qui est assez spectaculaire. Tu partageais avec moi cette semaine, mais à la base, c'était Steve Desrochers de Jeux de société QC, bien entendu, partageait avec nous le documentaire français Donjons et Dragons, dans lequel on voit en fait la communauté de Donjons Dragons en 1985, donc assez spectaculaire comme documentaire, là. Ouais, un documentaire qui a été filmé à Namur, en Belgique, en 85, avec des jeunes vraiment archi ancrés dans leur époque, avec des styles de cheveux et de tenues vestimentaires très dignes du New Wave. Et puis, on les voit littéralement être transportés dans Donjons Dragons. C'est des gars de 18 ans qui sont autour d'une table, qui ont l'air un peu punk pratiquement, puis qui lancent des dés, puis qui jouent à Donjon Dragon, qui triplent, tu sais. Oh, oui, exactement. Et en fait, ça faisait penser à d'autres choses, à des phénomènes similaires que nous, on a vu au Québec, d'ailleurs, une vidéo YouTube qui est devenue culte, Faire à mort, je crois que ça s'appelle. Oui, exact. Kiné. Oui. Kino. Donc, des Québécois, finalement, qui jouent à Donjons Dragons et qui, franchement, prennent une tournure très humoristique. Je vous donnerai pas les punchs, mais ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et aussi, quoi d'autre à dire de similaire? Ben, comment ne pas mentionner Stranger Things, la série de Netflix qui a vraiment battu des records d'audience depuis quelques années, principalement à cause de ça. C'est une série, le scénario de cette série-là prend ses bases dans des enfants des années 80 qui jouent à Donjons Dragons et qui voient leurs fantasmes tout à coup se mêler à la réalité. C'est donc un reflet absolument fidèle de ce que Donjons Dragons était. Même que Donjons Dragons a eu son pendant négatif parce que Donjons Dragons a tellement affecté la société que satanique. Il y a exactement eu des hérétiques, des groupes religieux qui s'en sont mêlés, des personnes qui ont vu le jeu comme étant l'œuvre du diable, sinon l'œuvre, une cause finalement qui pouvait mener à des suicides, comme ça a été le cas en 82 et en 79. Donc, Donjons Dragons n'a même pas 10 ans encore que c'était déjà un jeu qui créait la polémique. En 79, on avait
un jeune étudiant universitaire de l'Université du Michigan qui était porté disparu parce qu'il avait décidé de s'en aller dans les couloirs en dessous de l'Université du Michigan, des tunnels. Il avait écrit une note suicidaire avant de s'en aller là. Il avait causé tout un émoi. On l'a retrouvé. On l'a finalement discuté avec lui, pourquoi il voulait se suicider, etc. Et on l'a récupéré, mais 2 ans plus tard, il s'est tiré une balle. Et on a su que c'était un ardent joueur de Donjons Dragons. Alors, on a tout de suite fait le lien. Les médias se sont emparés de l'histoire pour essayer de faire un lien avec ça. Un film a été créé qui a été inspiré de cette histoire-là, qui s'appelle Monsters and Mazes, un film qui mettait en vedette un très jeune Tom Hanks, qui jouait le rôle de M. James Dallas Egbert, le jeune en question, et qui a entretenu... Ah, là, ça m'intéresse, ce film-là. Ça, c'est une nouvelle information pour moi. Je m'y mets dès la fin de l'enregistrement. Oui, ben c'est tout un événement. Ça a vraiment contribué énormément à l'image négative que Donjon Dragon a eue, à un point tel qu'une certaine Patricia Pullings, qui a perdu son fils aussi, qui s'est suicidé en 82, l'année où le film est sorti, ce fils-là qu'elle a perdu avait été initié à Donjons Dragon par le directeur de son école secondaire. Alors évidemment, elle a tout de suite fait le lien avec ça à cause du film et des médias. Et elle a même poursuivi la compagnie TSR pour la supposée influence qu'il y avait contre la santé mentale. Et elle a même fondé un groupe qui s'appelait Bothered About Dungeons and Dragons pour rassembler des personnes qui avaient le même avis qu'elle. Et elle a même passé à l'émission 60 Minutes en 85 pour avoir un débat avec M. Gigax lui-même pour essayer, pour faire en sorte d'éclaircir finalement si c'était vraiment mauvais Donjons Dragons. Et on en a conclu que non, c'était pas mauvais. La plupart des grands organismes d'aide au suicide de l'Amérique du Nord ont tracé la ligne, surtout après qu'un livre a été écrit en 84 par l'inspecteur qui avait enquêté sur le monsieur Dallas Egbert en 79, et à qui il avait eu il avait eu toutes les confidences de ce petit gars-là avant qu'il se suicide 2 ans plus tard. Il avait perçu dans ses propos que les raisons de son suicide, c'était surtout parce qu'il avait des problèmes de drogue et de santé mentale dépressive. Donc, ce livre-là, qui s'appelle le Dungeon Master, a fait un point final sur la mauvaise réputation de Donjon Dragon. Et Donjon Dragon a connu 3 autres éditions. En fait, 4 autres éditions après ça. La dernière en date de 2014. Et à cause de l'achat de TSR par Hasbro, en fait par Wizards of the Coast et ensuite par Hasbro en 2000, Donjon Dragon maintenant peut se chiffrer à plus de 1 milliard de copies vendues. Oh, c'est majeur. D'ailleurs, là, tu as comme fait un espèce de saut dans le temps quand même assez intéressant. Juste revenir un petit peu sur les communautés qui pouvaient se créer autour de Donjon Dragon. Pendant longtemps, ça a été perçu comme quelque chose de, malgré tout, même malgré la popularité, tout ça, de quelque chose d'assez marginal de jouer à Donjon Dragon. On va dire, mettons, des termes plus péjoratifs. Là, c'est un truc de nerd, jouer à Donjon Dragon. Quand on était jeune, il y avait un peu cette perception-là qui était là. Mais là, on arrive, 2021, on a l'impression que Donjon Dragon n'a jamais été aussi gros de notre vivant. On va sur Twitch, il y a du monde qui joue à Donjon Dragon, des milliers de vues. Les dernières dates Etu-Game ont fait d'ailleurs un tabac avec toute leur série sur Donjon Dragon. Et là, je lance ça un petit peu dans l'univers, mais on voit que l'influence de Donjon Dragon, même s'il y a eu tellement d'autres jeux de rôle qui ont sorti, est loin d'être terminé. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est encore aussi fort et même plus qu'avant? Mais d'abord, je vais rectifier ce que je disais tantôt, 1 milliard de copies vendues, c'est plutôt 1 milliard en revenus. Mais bon, on s'entend quand même que le jeu s'est vendu à des centaines de millions de copies. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours aussi attrayant Donjon Dragon? Je pense que c'est simplement l'effet servicieux, je dirais. C'est-à-dire que on entend parler de quelque chose, on finit par
absorber ce que c'est, pour en reparler, pour absorber ce que c'est, et finalement, ben, ça devient inlassable. Donjon Dragon est devenu à ce point intégré dans le monde des jeux que c'est un peu comme les échecs, je dirais. On peut plus vraiment passer à côté. Si on parle de jeux de rôle, on parle de Donjon Dragon avant de parler de d'autres jeux, parce que ça a été le premier officiellement commercialisé. C'est celui qui a donné la direction à suivre à tous les autres après. Donc, si on veut parler de ça, ben, on va probablement dire, ben, si je veux m'initier à cet univers-là, pourquoi ne pas commencer par le jeu qui a montré la direction à suivre? Ensuite, ben, si je veux quelque chose de plus particulier, marginal, ben, je vais aller ailleurs. Je pense que c'est surtout à cause de ça que Donjon Dragon a son attrait. C'est peut-être aussi à cause du fait que c'est plus facile maintenant de faire des communautés de Donjon Dragon à cause de l'Internet et à cause finalement des technologies qui nous permettent de se réunir à distance. Ça joue, ça fait un gros plus, je dirais, ça aide énormément. Et puis, ben, ça fait en sorte que le jeu va juste être bonifié. Oui, bonne réflexion sur le dernier point, effectivement. Beaucoup plus simple de jouer de façon régulière avec des gens à des heures qui n'auraient été pas possibles ou avec des gens qui sont loin de nous physiquement. Donc, c'est sûr que ça simplifie la chose. Là, je vois que le temps file, en fait. Avant l'épisode, je te disais, Pierre, on aurait pu faire 10 épisodes sur Donjon Dragon, et là, ben, tu es en train de me donner raison, effectivement. Oui. Alors, c'est pas un podcast sur Donjon Dragon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui, on n'a même pas parlé, en fait, des séries animées de Donjon Dragon, du film de Donjon Dragon qui est sorti en 2000, et d'un autre qui se prépare au moment où on se parle. Il y a trop de choses à dire. Quand je vous dis que c'est le numéro 1 des 50 qu'on a listé, c'est vraiment ça. Et effectivement, très massif, et c'est un événement unique. En fait, plus on en parle, plus je suis comme vraiment, j'ai des frissons. Moi, quand on parle de choses comme ça me donne des frissons parce que je trouve ça historique et absolument incroyable. Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Mais bon, on va quand même passer, si c'est bon pour toi, au prochain jeu, Pierre, ou t'avais-tu quelque chose à rajouter sur Donjon Dragon qui allait pas être trop exhaustif? Ou... Non, je pense qu'on peut passer au suivant. Là. Parfait, mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'on reste en 1974. On est parti de 1974, là, OK, des gars dans leur sol à partir d'un wargame qui invente Donjon Dragon, mais on reste en 1974, on revient en 1974, et on va rencontrer, en fait, J'avais écrit une petite description de ça quelque part. Je la retrouve pas, mais un titan, un véritable génie du jeu qui aura changé le monde du jeu à jamais. Et là, on dirait qu'on s'apprête à parler de Donjon Dragon. Mais non, en parallèle, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait le jeune Francis Tresham. Nom à retenir, mesdames et messieurs, Francis Tresham. On va en parler aujourd'hui, mais on va surtout en parler aussi dans un autre épisode. Designer de jeux, comment il a commencé à designer des jeux, ce gars-là? En fait, il jouait à des jeux de stratégie avec son père. Donc, on peut imaginer probablement des wargames, peut-être les échecs, ces choses-là. Et il se faisait toujours battre par son père. Ça le faisait chier. Fait qu'il s'est dit qu'il allait commencer à designer des jeux que son père avait jamais joué. Donc, il allait avoir plus de chances de le battre. D'ailleurs, commence avec un jeu qui s'appelait Totopoly, un jeu de course de chevaux. En fait, c'est un jeu qui existait déjà. Là. Lui, il jouait à ça, puis il dit... J'ai écouté une entrevue avec ce gars-là, un dude assez spectaculaire. Je vous conseille d'écouter des entrevues avec lui. C'est un original. Totopoly, un jeu de course qui dit... Ses propres mots étaient, ce jeu-là était très bon, en considérant qu'il fallait que tu changes toutes les règles du jeu. Donc, il a fait comme créer sa propre version du jeu pour l'améliorer. Et c'est comme ça qu'il a fait ses débuts dans le monde du design de jeu. Mais on arrive maintenant aujourd'hui, 1974, avec un jeu qui aura changé la face des jeux de société à jamais, le jeu 1829. 1829, pour ceux qui sont plus alertes, et oui, c'est le premier 18XX, cette fameuse série de jeux de train qui, encore aujourd'hui,
ne pourrais pas dire domine, mais est très présente dans le monde des jeux de train particulièrement. Et ça, on le doit à Francis Tresham. Pour ceux qui n'auraient pas encore fait le lien, c'est aussi l'auteur du jeu Civilisation, dont on va reparler dans un prochain épisode. Donc vraiment, un créateur de jeux un naturel, un titan qui aura créé à lui seul des jeux qui perdurent encore 40 ans plus tard. Et l'histoire de 1829, qui est le premier 18XX, est assez intéressante. À ce moment-là, il travaillait sur un jeu pas le jeu Tales of the Arabian Night, mais c'était un jeu sur les légendes des Mille et Une Nuits. En fait, il travaillait sur ça. Il y avait un plateau hexagonal, il avait fait ça, puis il travaillait là-dessus. Et il y avait un souper entre amis le lendemain. Ok. Donc là, il est chez lui, il sait qu'il y a un souper entre amis. On s'entend, on est en 1974, hein, les soupers entre amis, donc très formel et tout ça, donc avec leurs femmes. Et il voulait avoir un jeu intéressant à présenter à ces gens-là pour son souper. Et il savait que de ses invités, il y aurait un employé d'une compagnie de train et un enthousiaste des trains. Alors, ces deux invités étaient connectés par cette thématique-là. Alors, la mission était lancée. Il avait 24 heures pour créer un jeu de train. Map hexagonale, il avait déjà son plateau hexagonal des Mille et Une Nuits qui traînait chez lui, qui était en noir et blanc, qui n'était pas très beau. Et il s'est dit, OK, en fait, dans l'entrevue avec lui, il met ça comme si c'était tellement naturel. The most natural way to build a structure was to use the benzene ring chemicals. Alors, c'est quoi ça, le benzene ring chemicals? Alors, c'est une façon, c'est un système de structure moléculaire. Alors, c'est comme ça qu'il a construit les chemins des tuiles hexagonales, en fait, très connues là, du système 18XX. Et l'autre chose qui lui manquait pour créer ce jeu, c'était... en fait, il trouvait ça dommage parce que ça demandait que le plateau soit absolument symétrique. Donc, lui, il imaginait chaque personne s'assoit à sa place et construit son réseau de train, essaye de faire le plus de points possible, d'argent possible. Mais ça demandait une symétrie du plateau qui devait être parfaite et je pense qu'il trouvait ça peut-être moins intéressant. Alors, il s'est rappelé d'une des expérimentations qu'il avait fait quelques temps plus tôt. Il avait fait une soirée de jeu chez lui et il avait fait un mélange entre le jeu Monopoly, donc que tout le monde connaît, qu'il n'aimait pas du tout d'ailleurs, mais il jouait quand même à Monopoly parce que c'était un jeu assez important, et un jeu qui s'appelait Marketeer. Marketeer, qui était un jeu de bourse. Donc, les gens possédaient des actions dans des compagnies, puis de spéculation boursière. Alors, il avait comme mélangé les deux ensemble et il dit, le soir où il a mélangé ces deux jeux-là ensemble, il savait qu'il tenait quelque chose. This will be the future. This will be the future. Ce sera le futur du jeu. Et effectivement, il n'avait pas vu faux à un certain point. Et ça, ce que ça l'a permis de faire, en fait, ça l'a permis de prendre son jeu de train qu'il était en train de créer en 24 heures et au lieu de faire un jeu où tout le monde a sa propre affaire, de créer un jeu où les gens possèdent des actions dans les compagnies de tout le monde. Donc, ça ne changeait rien si un autre joueur commençait sur une position qui était plus avantagée, parce que moi, je pouvais posséder des actions dans sa compagnie à lui, et donc, on avait toutes les chances égales de remporter la partie, peu importe notre position de départ. Alors, ces trois éléments-là, la vieille map hexagonale des Mille et Une Nuits qu'il avait entamée en noir et blanc, le Benzene Ring Chemicals et le concept d'action, de shares dans des compagnies, et il avait créé le premier 18XX le lendemain, en 24 heures. Le lendemain, il pouvait jouer avec ses deux couples d'amis qu'ils invitaient. Ils étaient 6 personnes à jouer. D'ailleurs, mentionne à un certain point qu'il trouvait ça drôle que la personne qui a gagné était une femme. Après, il se réavise, il dit « Avec le temps, je me suis rendu compte que les femmes étaient bien intelligentes, bien plus que les hommes, mais sur le coup, ça l'avait un peu surpris. » Donc, on voit que c'est quand même une autre époque. Donc, c'est comme ça qu'est né le premier jeu 18XX. Quand je vous dis un naturel, il a créé ça en 24 heures. Oui, par la suite, il a fignolé des choses et tout, mais les bases étaient là. Il n'a presque pas touché. Par la suite, c'est toute une histoire de commercialisation où il a commencé à faire des copies lui-même. En fait, toutes les copies d'ailleurs de cette édition, de 1829 sont numérotées. Numérotées sur la série et numérotées sur l'exemplaire de chaque série.
Et bien entendu, Pierre en parlait tantôt et on va en parler pendant toutes les premières années de ce processus des jeux influents. Avalon Hill est venu là-dedans, a eu un grand intérêt envers cet auteur et la suite, on la verra pour un prochain jeu. Malgré tout, je suis sûr que Pierre a plein d'anecdotes croustillantes et de petits détails que j'ai oubliés à nous ajouter sur cette création de 1829. À vrai dire, tu as quand même été assez complet, je pense, dans ce que tu as dit. J'ajouterais que peut-être Tresham était un homme qui détestait la diplomatie, le jeu diplomatie. Parce qu'il se définissait par nature comme quelqu'un qui n'aimait pas les mensonges et les manipulations, et il ne pouvait pas concevoir qu'un jeu nous encourage à faire ça. Alors, il voulait rien savoir de diplomatie, malgré le fait qu'il était très conscient de l'importance que ce jeu-là avait et que ça pouvait rentrer dans les styles de jeu qu'il pouvait aimer jouer. Mais ceci dit, il fallait quand même que 1829, une fois créé, puisse avoir sa renommée. Et sa renommée, elle l'a eu justement à cause de Avalon Hill. Mais bon, le jeu a quand même eu aussi un bon succès en Angleterre lorsqu'il a été fait, lorsqu'il a été lancé en 1974 par l'éditeur que Tresham avait fondé lui-même. Sa propre maison d'édition. Mais ça s'appelait Heartland Trefoil. Mais bon, ça restait quand même un succès, je dirais, national, local, et ça restait quand même aussi un jeu qui n'était pas non plus vendu à des millions de copies, parce qu'il faut se dire, 1829 n'était pas un jeu que monsieur, madame, tout le monde pouvait jouer, malgré le fait qu'il a quand même été assez téméraire, Tresham, pour le faire jouer à ses amis après l'avoir inventé. Parce que c'est un jeu quand même qui dure plus que 3 heures. Reste quand même que c'est un jeu qui intéressait beaucoup les grands amateurs de jeux à l'époque, parce que dans les années 70, on se le rappelle encore, ce sont les amateurs de jeux de guerre qui sont les grands consommateurs de jeux. Alors, pour eux, un jeu qui pouvait durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'était vraiment quelque chose de très normal. Et en plus que les règles de 1829, pour eux, c'était absolument très potable par rapport à des jeux de guerre simulationnistes qu'ils avaient l'habitude de jouer. Donc, c'était pratiquement un entre-deux, une partie de 1829 pour un amateur du genre. En fait, c'est un jeu qui s'inscrit très bien dans l'ère du temps, mais qui arrive quand même à trouver son pan d'innovation, en fait. Oui, absolument. Parce que c'était vraiment le tout début de l'industrie du style des jeux de train. Parce qu'à partir de 1829, d'autres jeux de train ont vu le jour. Pas seulement des jeux de train où on faisait de la spéculation boursière en étant propriétaire ou actionnaire de compagnie, mais d'autres styles de jeux de train. On pense par exemple à Empire Builder, qui est arrivé pas longtemps après 1829. Parce que même avec son ancêtre, est arrivé pratiquement 1 an après. Damn Frost, que ça s'appelait. Qui a gagné le Spiel des Jahres en 83. Maintenant, ça c'est une autre histoire par contre. S'il faut poursuivre pour comment 1829 a connu sa notoriété, c'est Avalon Hill qui l'a récupéré dans les années 80. Avalon Hill a voulu en faire une version plus accessible. Bon, on s'entend dans les standards d'Avalon Hill, plus accessible, ça ne veut pas dire monsieur, madame, tout le monde, ça veut juste dire un jeu qui pourrait peut-être avoir un petit peu plus de public qui pourrait comprendre le jeu. Ça durait 3 heures au lieu de 6, puis il y avait 40 pages au lieu de 60. Ouais, c'était surtout un jeu moins méchant, parce que 1829 pouvait être très méchant, ça pouvait vraiment vous larguer si vous étiez mauvais financier, mauvais planificateur. La version que Avalon Hill a faite, c'est 1830 pour un peu se différencier dans sa variation. Et ça se déroulait pas aux États-Unis, ça se déroulait pas en Angleterre comme 1829, mais ça se déroulait aux États-Unis. Et c'était un jeu qui avait vraiment beaucoup de similarités parce que Tresham était à la barre. Mais il y a eu une équipe de développeurs dans Avalon Hill qui ont mis la main à la pâte pour le rendre plus accessible, dont un certain
Alan Moon, mieux connu pour étant l'auteur d'un autre jeu de train qui s'appelle Les Aventuriers du Rail. Alors, c'est vous dire déjà l'influence que 1829 avait à cette époque-là. Et en 86, donc, quand 1830 est sorti, ben, le jeu n'a pas eu du tout de mal à tourner et à se retrouver sur les tables des grands amateurs de jeux dans les conventions, comme Gen Con, et comme Origins aussi, qui est l'autre grande convention de jeux de société aux États-Unis, qui se déroulait à Baltimore. Dans ces deux conventions-là, on voyait le jeu circuler, on était très intrigués, on entendait les échos, et ça n'a vraiment pas tardé pour que le jeu puisse avoir des adeptes qui étaient vraiment tellement fanatiques du jeu, qui voulaient faire leur propre version du jeu, avec d'autres petites règles qu'on pouvait modifier sur une autre carte, une autre zone des États-Unis, par exemple. Et c'est comme ça que Tresham a senti le besoin de créer assez rapidement lui-même son autre version. Une autre version qu'il a appelée, bien sûr, encore un 18. Là, c'était 1853, qui est apparu en 1989. Et de 1853 qui est parti en 1989, ben, on n'a pas tardé non plus à exporter le produit en Europe. C'est-à-dire qu'il est arrivé d'Angleterre pour arriver aux États-Unis, mais il est retourné en Europe pour maintenant s'en aller en Allemagne, chez les éditeurs allemands de l'époque, qui étaient déjà à travailler l'invasion des euros. Un petit éditeur tout petit à l'époque, Hansen Gluck, qui est maintenant champion des jeux euros en Europe, juste pour vous le dire, c'est Hansen Gluck qui est mis au monde Carcassonne. Ben, Hansen Gluck a fait 1835 en 1990. Et ensuite l'éditeur Mayfair, un autre éditeur américain qui a fait 1870 en 1992. Donc déjà, en l'espace de 6 ans, on avait 3 variations de 1830 qui, lui, était la deuxième version de 1829. Et c'est là, déjà, à cette époque-là, les gens parlaient de la série 18XX pour se référer à ce nouveau style de jeu qui était en train de changer une industrie et qui développait une nouvelle façon de jouer aux jeux de société. Tout un pan de communauté qui pouvait vraiment s'adonner à des jeux de train. D'ailleurs, la communauté qui est toujours très active aujourd'hui, on compte plus de 200 entrées dans la série 18XX sur BGG. Plusieurs extensions maison et variantes auto-publiées, mais quand même, c'est une communauté qui est très forte, qui défend ça très bien. Et Pierre, tu parlais un petit peu des aventuriers du rail, tu sais, jusqu'où l'influence de 1829 peut aller. En fait, on pourrait débattre longtemps de la question, mais c'est réellement un des premiers jeux de création de réseau, hein, de network and route building, là, cette fameuse catégorie de jeux de création de route, de réseau. C'est l'un des premiers jeux qui a lancé cette mécanique-là qui n'existait plus ou moins avant, en fait. Oui, elle était. C'est vrai qu'elle était très faiblement représentée dans tous les jeux qui avaient été mis au monde dans les 100 dernières années avant. Disons que je serais porté à dire que c'est probablement le premier jeu qui en a fait vraiment. Une mécanique aussi principale et forte, là. Ouais, très, très développée, disons. C'est avec ça que la mécanique a gagné ses lettres de noblesse. Quoique, on pourrait dire de 1829 que c'est un jeu de spéculation tout autant qu'un jeu de réseau. Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez dur de classer le jeu dans une catégorie ou l'autre, je dirais. Mais ça, d'ailleurs, Tresham, on va le voir quand on va aussi reparler de civilisation, mais c'était quand même quelqu'un qui était assez doué pour amalgamer des choses ensemble. Puis ça lui venait très naturellement, là, 18-29, gros jeu d'économie, gros jeu de spéculation, gros jeu de création de réseau. Tout ça, il y a 40 ans avant tous les jeux qu'on connaît maintenant. Donc, assez avant-gardiste, là. Oui, absolument. Excellent. 18-29, j'aimerais bien l'essayer d'ailleurs, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur malgré tout. Maintenant que j'ai lu un petit peu plus sur celui-là, là, je pense qu'il y a des 18XX qui ont remplacé un peu. Mais ceux qui n'ont jamais joué à un 18XX, je vous le conseille fortement. C'est pas quelque chose que vous allez. C'est un type de jeu assez unique, là. Ouais.
Et là, Pierre, je vais te laisser la parole parce qu'on s'en va sur euh, ton protégé de tous. Mais protégés, on pourrait dire, puisqu'ils sont plus qu'un. Euh, et quand on parle de protégés, ici, Simon fait référence à ceux qui ont créé le prochain jeu qu'on a choisi pour influencer les jeux dans le monde. Et Les Moody Blues du jeu de société. Les maudits, ouais, c'est pas bête ça comme référence. Euh, le jeu dont on s'apprête à vous parler a pas eu autant d'impact que Donjons et Dragons, mais c'est un jeu pour la très grande majorité du gratin des jeux de société, c'est-à-dire les créateurs de jeux de société et les éditeurs de jeux de société. Ils vont tous s'entendre pour dire que ce jeu-là, s'il n'était pas passé à l'histoire, le monde des jeux de société d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Et on parle ici de Cosmic Encounter. Et Cosmic Encounter est un jeu qui, encore aujourd'hui, fait parler beaucoup, plus que jamais, je vous dirais. Et vous allez comprendre pourquoi. Cosmic Encounter est un jeu qui a vu le jour en 1977, mais à vérité, il a été inventé avant ça. Il a été inventé par 4 comparses qui, franchement, avaient des idées à revendre. Des idées à revendre, je parle bien sûr des idées ludiques, parce que les 4 comparses qui sont Peter Lotka, Bill Eberly, Jack Kittredge et Bill Norton étaient, dans les années 70, des gens qui avaient soif, très grande soif, de nouvelles expériences de jeux de société. Et puis, il fallait évidemment que ces gens-là puissent avoir des expériences au départ pour avoir soif comme ça. Il fallait qu'ils se rencontrent aussi, parce que c'est ces 4 bonhommes, finalement, qui n'étaient pas des amis d'enfance. Ils se sont rencontrés par un pur hasard, dans un contexte professionnel, essentiellement. C'est Peter Lotka qui était, je dirais, le guide, parce qu'il était un monsieur qui travaillait pour un organisme communautaire anti-pauvreté. Peter Lotka, je dirais que c'est l'humaniste du Quatuor. Et il a rencontré les 2 autres, 2 des 3 autres finalement, Bill Eberly et Jack Kittredge. Il les a rencontrés dans le cadre de ses fonctions parce qu'il faisait des entrevues pour engager des nouveaux employés. Et il y a Bill Eberly qui s'est présenté, qui n'a pas été retenu, mais il y a Jack Kittredge qui s'est présenté et qui a été retenu. Mais Bill Eberly, par contre, est resté ami. Et ensuite, Bill Norton, qui est arrivé comme étant finalement un ami d'un des autres, est venu se greffer au groupe. Les 4 se sont mis à jouer à des jeux comme Risk. Et ont vu dans Risk, évidemment, pour pas mal de gens qui connaissent Risk, ont vu vraiment beaucoup de temps passer là-dessus et beaucoup d'amusement, mais éventuellement beaucoup de lassitude parce qu'ils ont vraiment vu, comme beaucoup de gens, les défauts de Risk. Des défauts surtout qui se ramènent à du hasard omniprésent à cause des dés et des éliminations de joueurs qui doivent attendre que la partie se termine avant de passer à d'autres choses et qui peuvent parfois attendre au moins 1 heure de temps quand il reste juste 2 joueurs dans le jeu. Alors ça énervait au plus haut point le Quatuor et éventuellement ils se sont rendus compte que ce serait peut-être bien d'avoir une autre façon, une autre version de Risk et peut-être même un autre jeu, littéralement, qui pourrait tout satisfaire leur fantasme ludique. Un jeu même qui pourrait aller chercher des publics qu'eux ne connaissaient pas. Par exemple, ils remarquaient qu'aucune femme jouait à Risk parce que c'est un jeu de guerre. Alors, ils voulaient peut-être un jeu où est-ce que les femmes pouvaient jouer. Ils voulaient un jeu, évidemment, où est-ce que personne n'était éliminé avant la fin de la partie. Ils voulaient avoir un jeu où est-ce qu'il y avait plus d'interaction, où est-ce qu'on attendait moins après son tour, où est-ce que le hasard était beaucoup moins omniprésent. Alors, c'est comme ça qu'ils en sont venus à inventer Cosmic Encounter. Et Cosmic Encounter, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est possible parmi vous qu'il y en a qui ne connaissent pas Cosmic Encounter, c'est un jeu, comme son nom l'indique, qui se déroule dans l'espace et qui met en scène des extraterrestres qui doivent essayer d'étendre leur civilisation d'extraterrestres à travers l'espace en fondant des colonies chez les autres joueurs
qui incarnent d'autres extraterrestres. Et ils vont simplement installer leur colonie sur les planètes de ces joueurs-là. Le premier joueur qui a installé 5 colonies adverses, c'est-à-dire chez d'autres joueurs, ben, il va gagner la partie. Et il va y avoir des combats, forcément, qui vont se faire à cause de ça, parce que les 4 comparses ont pris leur expérience de risque. Alors, les combats vont se faire non pas au dé, mais avec des cartes. Quand un joueur va essayer d'installer une colonie chez un autre joueur, il va jouer une carte de sa main qui va avoir un numéro. L'autre joueur va jouer une carte de sa main avec son numéro. Ils vont les jouer en même temps sur la table, et le plus haut numéro va gagner le combat. Avec des petits modificateurs en fonction de comment de vaisseaux on a envoyé pour faire le combat. Et c'est tout. C'est la base du jeu. Et ça semble assez simpliste et même un peu insignifiant à première vue lorsqu'on en parle comme ça. Mais là où le génie du Quatuor est arrivé, et je pense même que c'est Jack Kittredge qui a été le cerveau derrière ça, c'est devoir inventer des pouvoirs à chacun des extraterrestres qui pouvaient briser les règles. Donc, par exemple, chaque extraterrestre avait un pouvoir spécial qui pouvait lui permettre de faire quelque chose de spécial dans une situation du jeu. Un joueur, par exemple, pouvait décider de dire qu'à cause de son pouvoir, c'était pas le plus haut résultat qui gagnait un combat, mais c'était le plus petit résultat qui gagnait un combat. Un autre joueur pouvait avoir le pouvoir, lui, de dire que il avait le droit de regarder à l'avance la carte que le joueur allait jouer avant de choisir sa carte. Donc, et un autre pouvoir pouvait dire, une fois que les cartes sont jouées, avant de les révéler, on les échange. C'était des choses qui ajoutaient du piment au jeu et qui ajoutaient vraiment beaucoup de rejouabilité parce que ça créait toutes sortes de situations selon quel joueur était en interaction avec quel autre joueur. Et à ça, on ajoutait des alliances qui pouvaient se faire pour essayer d'aider des joueurs pendant que c'était leur tour. Donc, tout ça ensemble a fait de Cosmic Encounter un jeu qui sortait vraiment des sentiers battus, surtout à cause des pouvoirs extraterrestres, parce que jamais auparavant, dans aucun jeu de société qui avait été inventé, on avait créé un jeu où il y avait des règles qui brisaient les règles. Les pouvoirs des extraterrestres, c'était du jamais vu avant. En plus, dans Cosmic Encounter, c'est pas les pouvoirs comme on les connaît maintenant, c'est des pouvoirs qui brisaient littéralement les règles. C'est des gros pouvoirs, en fait. C'était des gros pouvoirs, exactement. Ça avait vraiment un gros impact. Et il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en avait suffisamment pour que ça puisse faire une différence. Et vous voyez maintenant, si vous jouez à des jeux souvent ces derniers temps, vous allez inévitablement, 9 fois sur 10, quand vous allez jouer à un jeu qui se vend sur le marché, il va y avoir des personnages avec des pouvoirs spéciaux. Dites-vous bien que tout ça, là, c'est parti de Cosmic Encounter. Et Cosmic Encounter a eu une influence beaucoup plus grande que ça encore, mais je vais vous en parler plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, évidemment, a été créé, mais il fallait le publiciser et il n'y avait aucun de ces messieurs-là qui avait de l'expérience là-dedans. Et il avait créé le jeu en 72, donc avant Donjons & Dragons. Et avant aussi tous les autres jeux, avant 1829, en fait, c'était un jeu vraiment qui mettait vraiment l'emphase sur plein de nouveautés. Alors, il fallait le vendre, il fallait vendre le concept, il fallait vendre quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui venait vraiment de cerveau de personnes qui n'avaient jamais été dans l'industrie du jeu avant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tout naturellement adressés à la compagnie de jeu qui était la plus connue du monde dans ce temps-là, Parker Brothers. Et Parker Brothers leur ont dit littéralement une phrase qui était absolument cocasse. Ils ont regardé leur jeu, ils ont dit « Le thème cosmique, ça vend pas dans les jeux de société. » Oh, en 1970, c'était le tout début, hein? En fait, ils ont dit ça alors que, à force de chercher des éditeurs, ils ont fini par aboutir à Parker Brothers, mais quand ils ont abouti à Parker Brothers a répondu ça en 77, parce qu'ils ont présenté leur jeu en 76. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 77, quelques mois après la réponse de Parker Brothers? Il y a eu le phénomène qui s'appelle Star Wars au cinéma. Et c'est là que Parker Brothers a dû se mordre les doigts et est revenu un peu à la charge en présentant un prototype qu'il pouvait présenter à l'équipe des 4 auteurs
Mais ils appelaient ça Encounters. Ils n'ont pas appelé ça Cosmic Encounters parce qu'ils ne voulaient pas se mouiller encore avec l'espace. Il était encore frileux. Il était pas Il sûr. n'était pas sûr. Et finalement, ils ont lâché le projet. Mais ils ont donné une avance aux 4 auteurs. Ils ont donné l'avance des premières copies qui auraient dû se vendre du jeu. Une avance quand même assez forte pour ce temps-là. Parce que chaque auteur de jeu qui signe chez un éditeur, habituellement, auront une avance sur les premières copies qu'ils vont en vendre. L'avance pour ce jeu-là, c'était Parker Brothers qui a donné, alors c'était gros. C'était 5 000 $. Pour l'époque, c'était un équivalent de, je dirais, peut-être 15 000 $. Et c'était beaucoup pour financer soi-même la production de son jeu. Et c'est ça que les 4 auteurs ont fait. Ils ont fondé leur compagnie, Eon Games. Ils se sont donné un nom, Future Pastimes. Et ils ont créé Cosmic Encounter en 1977. Et ils l'ont vendu. Et ça a bien marché, quoique pas tant. Parce que, faut se dire, c'était une nouvelle compagnie, c'était des nouveaux joueurs sur le marché, c'était du jamais vu dans les jeux de société ce qui était proposé. Mais ça se vendait parce qu'il y avait des curieux qui étaient assez ouverts d'esprit pour jouer à ça. Et quand on y jouait, ça devenait vraiment magique. Et les gens qui jouaient à ça se donnaient le mot, disaient à d'autres, joue à ça, t'en reviendras pas, t'auras jamais joué à d'autres choses qui ressemblent à ça. Et c'est comme ça que le bouche-oreille a fait en sorte que le jeu s'est promené et de convention en convention, d'autres éditeurs se sont intéressés au jeu. Des éditeurs moins gros que Parker Brothers, on s'entend, mais des éditeurs comme un certain Games Workshop, par exemple, que vous connaissez probablement aujourd'hui. Un petit éditeur obscur. Petit éditeur obscur, mais éditeur qui était à ses débuts dans les années 80 et qui a flairé avec Cosmic Encounter quelque chose à faire. Et qui a sorti le jeu en 86, mais qui n'a pas nécessairement eu un succès espéré aussi. Et puis, à cause de ça, on commençait un peu à être découragé avec la bande de Cosmic Encounter, qui, eux, pendant ce temps-là, continuaient à créer d'autres choses, d'autres suppléments pour leur jeu avec leur compagnie, parce que non seulement ils ont créé un jeu qui avait été jamais fait, mais ils ont été les premiers à créer des extensions de jeux. Alors, à cause de ça, ça a vraiment fait naître un autre phénomène dans les jeux de société qui a eu une influence certaine. Vous le savez aujourd'hui, il y a plein de jeux qui ont des extensions maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Games Workshop, il y a eu Mayfair qui est arrivé, un autre éditeur, qui lui a récupéré le jeu sans avertir les auteurs et donc il n'a jamais signé les auteurs et a essayé de faire du profit sur leur dos. Ce qui a fonctionné, mais pas tant, parce que Mayfair était un éditeur assez médiocre dans sa production. Avait réussi à faire une version de Cosmic Encounter encore moins belle que celle de Games Workshop. Le jeu a été récupéré aussi chez Descartes, éditeur français, pour en faire une version française, et il a été récupéré chez Avalon Hill, qui était acheté par Hasbro en 2000. Cette version était la plus luxueuse qui avait été faite. Gros problème, par contre, il n'y avait pas assez d'extraterrestres, seulement 20. Et il y avait seulement 4 joueurs maximum qui pouvaient jouer. Cosmic Encounter étant un jeu qui prend vraiment toute sa saveur à partir de 4 joueurs. Il peut se rendre jusqu'à 8 joueurs avec toutes les extensions. Alors, la stratégie de marketing pour Hasbro de Cosmic Encounter, c'était de mettre l'emphase sur le visuel, mais en oubliant un détail important, les interactions avec les joueurs. Donc, ça l'a floppé. Et après ça, ça a été récupéré par Fantasy Flight en 2007 ou 2008, je crois. Et c'est là que Cosmic Encounter a connu ses heures de gloire. C'est là, à vrai dire, que Cosmic Encounter a vraiment connu le succès que les auteurs avaient toujours espéré depuis leur création en 1972. Quand même fou que ça a pris presque plus que 30 ans avant que ce jeu qui a comme resté là tout le temps mais devienne vraiment connu. T'sais. Oui, exactement. Et pendant ce temps-là, ce qui est encore plus incroyable, pendant l'attente que du succès mérité pour le jeu, il y avait plein de monde dans les microcosmes d'auteurs et d'éditeurs qui jouaient à ce jeu-là et qui étaient simplement renversés par l'inventivité du jeu, le caractère unique total du jeu qui était donné dans les séances. Un certain Richard Garfield avait essayé ce jeu-là
Et l'idée de faire des pouvoirs uniques d'extraterrestres lui a donné l'inspiration pour faire les cartes uniques de son Magic the Gathering. Donc, c'est vous dire, encore une fois, l'influence que ce jeu-là a eu. D'ailleurs, pendant longtemps, c'était, c'est peut-être encore le cas, là, mais c'était le jeu préféré de Tom Vassell. Ben oui, à vrai dire, Tom Vassell a déclaré publiquement que c'était un jeu qui avait littéralement changé sa vie. L'équipe de Shut Up and Sit Down en a fait le jeu, le meilleur jeu de tous les temps dans un palmarès qu'ils ont fait. Ils ont fait même 2 palmarès comme ça. Là. Puis il y en a un palmarès où le jeu est en 2e position, l'autre est en 1re position. Donc oui, encore une fois, ça confirme l'estime, la reconnaissance que les joueurs passionnés, les auteurs, les éditeurs vont tous accorder à ce jeu-là. Et c'est comme ça que Cosmic Encounter peut être considéré comme l'un des jeux les plus connus et les plus influents de l'histoire des jeux de société. Ouais, ben connu, c'est large, là, mais effectivement, la reconnaissance par les gens de l'industrie et surtout l'impact, l'inspiration chez d'autres auteurs. Ça, on ne l'a pas encore vraiment abordé en détail, mais ça, je trouvais ça intéressant de voir les premiers à vraiment utiliser des pouvoirs, à faire des extensions. Donc quand même assez innovant pour des gens qui n'étaient pas dans l'industrie, quoique c'est souvent le cas, en fait. Hein. Les gens qui sont en marge de l'industrie, mais qui sont créatifs, ne sont pas teintés par les plis déjà utilisés de l'industrie, donc peuvent penser un peu différemment. Oui, et même plus incroyable encore, ces 4 personnes-là ne sont pas des personnes qui vont manger des jeux de société. C'est-à-dire que Ouais. ils n'étaient pas là en train de vouloir jouer à toutes les nouveautés. Ils étaient beaucoup plus occupés à inventer des jeux. Ils le sont encore d'ailleurs. C'est clair, ils ont manqué la sortie de Dungeon Dragon puis de 1829. S'ils avaient pogné ça, ils auraient sûrement arrêté. Ils auraient commencé à jouer à des jeux. Oui, c'est ça. Oui, Cosmic Encounter, j'étais content. J'étais content que tu nous en parles un peu aussi. Je sais à quel point tu es fan de ces designers-là. De toute façon, j'ai bien vu qu'on aura la chance d'en reparler prochainement. Ben oui, forcément, parce que comme ils ont été... en fait, c'est pas pour rien qu'ils se sont appelés Future Pastimes. On soupçonne même parfois qu'ils ont une machine à voyager dans le temps. Parce que Cosmic Encounter n'est pas le seul jeu qui a été fait par ce groupe de personnes-là pour influencer le reste des jeux de société. OK, alors on va passer au prochain. Là. Il va falloir quand même peut-être pas accélérer la chose, mais pas trop s'éterniser, mettons. Là. Fait que Pierre, je te laisse la parole pour nous présenter un jeu 1977, même année que Cosmic Encounter. Oui, on va faire rapide, effectivement. On retourne encore dans le monde des jeux de guerre parce qu'on ne peut pas l'éviter. On est dans les années 70 et je vous avais dit à la première émission que c'est les années 70 qui sont les années de l'âge d'or des jeux de guerre. Je vous ai parlé de Drang-Nark Austin à la première émission. Ben là, je vais vous parler de l'autre pôle des jeux de guerre qui a vraiment tout changé, qui a consacré les jeux de guerre comme un incontournable. Le jeu Squad Leader a fait son apparition en 1977 et s'il y a bien un jeu de guerre qu'il faut retenir dans l'histoire des jeux de société, c'est Squad Leader. Squad Leader, tous les gens du Stack Academy en ce moment ont une petite jouissance intérieure. Oui, oui, tout à fait. Parce que Squad Leader, à vrai dire, a fait un peu, quand je dis que c'est le pôle que Drang-Nark Austin n'était pas, c'est que Drang-Nark Austin a décidé de mener les jeux de guerre dans l'extrême des passionnés de jeux de guerre. Il a vraiment décidé de donner à fond la caisse ce que les amateurs de jeux de guerre voulaient, c'est-à-dire une immersion tellement totale dans le jeu de guerre qu'on ne voit même plus le temps passer, à un point tel que ça prend des jours finir une partie. Squad Leader a fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a fait le pari qu'un jeu de guerre pouvait durer moins de 2 heures. Et il a focusé sur un théâtre de bataille très précis. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter des épisodes de guerre entre nations, il a vraiment focusé sur des batailles de pelotons dans un endroit. Squad Leader. Donc, Squad Leader, d'où le nom, chef de peloton. Et c'est aussi une succession logique, c'est-à-dire que c'est pas seulement une opposition à l'autre pôle, mais c'est une succession logique parce que c'est une succession au jeu de guerre, finalement, qui s'est vendu le plus.
dans l'histoire des jeux de guerre, c'est-à-dire Panzer Blitz, en 1970, créé par Donegan, qui lui faisait un peu la chose de façon similaire, mais beaucoup moins raffinée, je dirais. Parce que Panzer Bliss, c'était un jeu de chars d'assaut. Donc, c'était des pelotons de chars d'assaut qui s'affrontaient et on voyait finalement les tactiques qui se développaient avec ces batailles-là et les règles qui s'en suivaient. Squad Leader, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de représenter ça avec des soldats. Et vous allez me dire, ben, c'est pas grand-chose pour Évolution, mais l'évolution était toute là parce qu'il n'y avait pas seulement des soldats, je vous dirais, il y avait aussi des véhicules, mais des armes aussi. Et là où ça devenait intéressant, Squad Leader, c'est que ça accorde de l'importance aux différentes armes et aux différents véhicules, au territoire, au moral des troupes. Et là, quand on parle de morale, ben là, on parle évidemment finalement d'unités qui peuvent perdre un combat, non pas parce qu'ils sont morts, mais simplement parce que leur morale est trop ébranlée par une attaque qui vient d'être faite. Et là, ça rajoute du réalisme au thème militaire, parce que on n'avait pas vraiment exploité ça à fond, le moral des troupes là, dans Squad Leader. On n'avait pas non plus exploité les façons que les armes pouvaient attaquer les autres. C'est-à-dire qu'il y avait des habilités spéciales pour les armes dans Squad Leader qu'on ne retrouvait pas, qu'on n'avait vraiment pas fait attention dans les autres jeux de guerre avant. Des habilités comme la pénétration, par exemple, d'une arme à feu automatique qui pouvait infliger des dommages à des soldats qui pouvaient se retrouver sur des cases adjacentes. Donc, pas seulement une unité, mais plusieurs unités en même temps. Alors là, ça devenait intéressant. On avait un autre aspect stratégique qui pouvait entrer en ligne de compte selon l'arme qui était utilisée. Ces ajouts de réalisme-là que John Hill, le vétéran qui a créé Squad Leader, je dis vétéran parce que John Hill était peut-être pas un auteur de jeu très prolifique, mais il était à fond et très, très sérieusement impliqué dans les jeux de guerre. Et il était considéré comme un grand spécialiste par les amateurs. Tous ceux qui connaissaient les jeux de guerre connaissaient John Hill comme étant, je dirais, un maître en la matière. Alors, quand il a créé Squad Leader, son système qu'il avait créé a vraiment donné une espèce de bouffée d'air frais au monde des jeux de guerre, à un point tel qu'on commençait à se demander s'il n'y aurait pas plus de gens qui s'intéresseraient aux jeux de guerre. Parce que le jeu en tant que tel qu'il avait créé, non seulement était plus réaliste que les autres, mais il était plus efficace dans sa durée et dans sa simplicité, si j'oserais dire, parce qu'un jeu de guerre reste complexe, mais Squad Leader est parmi les plus simples. Preuve en est que le jeu a connu un succès assez fort pour que ceux qui étaient des experts des jeux de guerre puissent vouloir un autre jeu qui était plus musclé. C'est comme ça que Advance Squad Leader est apparu. Quelques années plus tard, on va dire, dans les années 80. Pour répondre justement à ce besoin-là. Parce que les premières copies de Squad Leader se sont vendues quand même très fortement, en 2500 copies en l'espace d'un an. Et c'est 100 000 copies du jeu qui se sont vendues au cours des années suivantes, à vrai dire, des 10 années suivantes. Il y a eu 100 000 copies de Squad Leader qui sont vendues. C'est très fort. Pour un jeu de guerre, c'est très, très fort. Et puis, ça, c'est sans compter les suppléments qui se sont annexés à ça ensuite. Parce que, bon, c'était Avalon Hill qui était à la barre pour ça. Alors, Avalon Hill n'a pas hésité du tout, avec sa revue de General, à entretenir la frénésie pour Squad Leader. Et les gens qui ont joué à Squad Leader et qui faisaient aussi du jeu de société plus familial ont réussi finalement à importer les principes de Squad Leader pour faire d'autres jeux de société qui sont encore plus accessibles. Squad Leader, pourquoi il est influent? C'est parce qu'il a tracé dans l'impact du jeu de société le pont entre les jeux de guerre et les jeux de société plus accessibles. Je pense, par exemple, à un jeu que peut-être plusieurs connaissaient, qui s'appelle Mémoire 44. Mm-hmm. Donc, voilà.
Je m'étendrai pas plus longtemps parce que, comme Simon l'a dit, on manque de temps présentement. Mais oui, Squad Leader, effectivement, un jeu que je joue un peu à Advanced Squad Leader, j'ai jamais joué à l'original, mais t'as l'impression quand t'apprends les règles qu'elles sont toutes tellement logiques que le jeu s'apprend relativement facilement. Oui, Euh, c'est ça en fait. Et là, dans le fond, pourquoi est-ce que c'est logique? C'est parce qu'on a vu tous les jeux qui ont suivi cette tendance-là, qui ont utilisé des règles très similaires à, euh, à Squad Leader. Là. Donc, ça a comme tracé le chemin que c'est les règles des jeux de guerre pour le commun des mortels sont imbriquées dans Squad Leader pratiquement et la façon dont le jeu avait été, que dans la façon dont les règles ont été écrites. Là. c'est dans Squad Leader d'ailleurs qu'on a vu pour les premières fois les fameuses règles de ligne de vue Ouais, qu'on exactement. réutilise maintenant souvent dans les jeux de simulation de combat parce que c'est vraiment fondamental, une ligne de vue. Quand vous voulez viser quelqu'un avec une arme à distance, il faut tenir compte des obstacles qui peuvent être là. Donc, c'est une autre contribution qui a vraiment influencé les jeux de société. Magnifique. Alors, Advanced Squad Leader, et on va continuer 2 ans plus tard maintenant. Euh, Peut-être le dernier jeu dont on aura le temps de parler aujourd'hui. Là, on va voir comment ça s'organise la suite Est-ce qu'on va avoir le temps d'en parler, tu penses? d'un autre jeu. Ouais, c'est ça. Alors, on avait un jeu sur notre liste là, qui est vraiment à la fin. Puis, je sais que Pierre il a mis le paquet quand il a parlé de Donjon Dragon. Il a rajouté un comme de 15 minutes dans sa chronique juste pour être sûr qu'on ne se rende pas au dernier jeu. Mais bon, peu importe. On va y aller avec le jeu dont on va parler maintenant. Alors, on parlait on était dans la simplification des jeux de guerre. Eh bien là, on va parler d'un des jeux probablement les plus complexes qui a jamais été fait. Certaines personnes seraient prêtes à dire que c'est le plus complexe. En tout cas, il est dans les plus complexes. Puis quand vous regardez sa cote de complexité sur BGG, c'est assez élevé. Là. J'ai rarement vu des jeux qui dépassent le 4.5 de complexité. Donc, alors, comment raconter cette histoire? Il s'agit, bon, sans trop de trompettes et fanfares, il s'agit du jeu sorti en 1979, Magic Realm de Richard Richard Emblem. Alors, Magic Realm, gros, on a parlé de Donjon Dragon là, au début de l'épisode. Ben, Magic Realm, c'est un peu la réponse du monde du jeu de société à Donjon Dragon. Pratiquement mettre ça comme ça. Un jeu qui va se jouer de 1 à 16 joueurs, dans lequel les joueurs vont incarner des aventuriers qui vont tenter de battre des monstres, d'aller chercher des trésors, de devenir des guerriers, de rencontrer des populations, de commercer avec, en fait, de faire, bref, tout ce qu'on peut faire dans un jeu euh, de cap et d'épée, de médiéval fantastique. Bon, jeu excessivement massif, là, je vous invite à aller voir d'ailleurs des photos du matériel. Là, c'est quand même assez hallucinant comme jeu. Donc, on se projette en 1976. Emblem commence à travailler, bien entendu, il n'y a pas de surprise, chez Avalon Hill. Ce gars-là, c'était un programmeur de satellite, mais là, finalement, il s'en va commencer à travailler comme développeur chez Avalon Hill. Et dès 76, dès son arrivée dans la revue de General, on va se replonger un petit peu là, parce qu'on a parlé Avalon Hill, de General, c'est des thèmes qui vont être récurrents. On est avant l'Internet. Là. Les gens, là, ils communiquent avec eux de façon très, très lente et difficile. Voir des jeux là, qui ont 12 000 reviews sur BGG avec 5 000 commentaires sur le jeu, je veux dire, c'est impensable là, d'être dans cette époque-là. On est dans une époque où il y a des revues qui sortent chaque mois, chaque 3 mois, et c'est comme ça que les gens s'informent. Okay? Fait que Avalon Hill était une très grosse compagnie, mais aussi entretenait beaucoup son marketing en publiant une revue, un magazine de jeux de General. Donc ça, c'était une des façons, en fait, c'était la seule façon pratiquement que les gens avaient d'avoir de l'information sur ce qui se passait chez Avalon Hill. C'était juste pour se remettre un peu en contexte. Alors déjà, à cette époque, on parle que Emblem, le nouveau développeur qui vient d'arriver, travaille sur un jeu sur la guerre civile, un jeu monstrueux, en fait un jeu géant, map de 22 par 28 avec 2000 counters, 2000 petits morceaux de carton.
un jeu qui serait séparé en 6 actes. En tout cas, un truc vraiment majeur et massif. On annonce ça pour été 1977. Ce jeu-là, en fait, ça ne sera plus jamais mentionné dans The General ou toute autre revue, ce jeu-là. Donc, ça n'aura jamais vu le jour. Euh, mais bon, peu importe. À ce moment-là, on voit quand même Avalon Hill, qui est spécialisé dans les jeux de guerre. Bien entendu, Donjons Dragons, on en a parlé. Les jeux fantastiques, médiéval fantastique, Sword and Sorcery, c'est populaire. C'est là, Avalon Hill veut mettre sa main là-dedans, veut avoir un jeu. Commence même à faire des sondages dans leur revue, à savoir quel genre de jeu fantastique vous aimeriez. Donc, il y a un peu de petites questions qui se posent là-dessus. Et il faudra attendre, en fait, 3 ans de plus, donc aller jusqu'en 1979, avant d'avoir la sortie d'un jeu dont je vous ai dit le nom, Magic Realm. Juste pour vous dire, cet auteur-là aussi, là, pour ceux qui se questionnent, c'est aussi l'auteur de Merchant of Venus. Donc, quand même, on est dans du lourd. Donc, Magic Realm sort par Avalon Hill, un jeu qui est plus compliqué que la plupart des wargames que les gens, que les gens jouent à cette époque-là. Peut être joué jusqu'à 16, ça dure 4 heures plus. On a un système de plateau modulaire qui va permettre donc d'avoir un univers différent à chaque fois. Et aussi, ça va te permettre de jouer sur des tables de taille différentes, hein, parce que si tu as une toute petite table, tu ne feras pas la grosse map. Donc, il y a plein de plateaux en plus pour les personnages, tout ça. Ce jeu-là sort, on retrouve, je vous lis avec un peu d'humour, quelques critiques qui sont sorties, principalement dans le Arise Magazine, en fait, qui est un magazine de Wargame de l'époque aussi, là, avec d'autres volets, mais un magazine de Wargame principalement. En fait, les règles sont affreuses de ce jeu-là. Le jeu est beaucoup trop complexe. Ça demande autant d'interprétation qu'une décision de la Cour suprême. Ça aurait pu être bon, mais c'est pas bon, ça ne marche pas. On retrouve en fait plusieurs commentaires comme ça. If you can wade through the rules of Magic Realm, it is worth buying. Donc, si tu es capable de passer au travers des règles, ça vaut la peine, mais sinon, oublie ça. En plus, avec le nombre de pièces, quand même assez incroyable. Alors, on a beaucoup de reviews qui sortent à cette époque comme quoi le jeu est vraiment complexe et un peu même inaccessible. D'ailleurs, on parlait un peu d'Alan Moon tantôt. Il travaillait chez Avalon Hill à ce moment-là, travaillait avec Richard, excusez-moi, Emblem. Et ils ont fait une entrevue ensemble pour la revue de General. Et dès quelques mois après le lancement de Magic Realm, déjà Richard Emblem disait il faut refaire le système de combat de Magic Realm et il faut aussi réécrire le rulebook au complet, réécrire les règles au complet. Et là, en fait, quelques numéros plus tard, en fait, on apprend que Magic Realm, ce jeu excessivement massif et vraiment incroyablement gros et tout ça, a sorti sans qu'il y ait de playtest à l'aveugle. Donc, il n'y a pas eu de phase de test là, à cause qu'il n'y avait pas le temps. Ils voulaient sortir ça pour une certaine date. Ils voulaient capitaliser sur le marché. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Ils ont dû comme accélérer les choses et ils n'ont pas fait de playtest à l'aveugle. Donc, assez dommageable pour un jeu de cette grosseur-là. Par la suite, bon, on parlait de cette deuxième édition des règles. Finalement, je vous évite un peu toute l'histoire, là, mais ça a été attente par-dessus attente et repoussé par-dessus repoussé. Il a fallu attendre presque 10 ans avant d'avoir la deuxième édition de Magic Realm. Donc, ça a pris un peu de temps quand même à ce que ça se fasse. Il y avait un certain paradoxe intéressant avec Magic Realm, c'est que dans la revue de General, il y avait des sondages qui disaient quels sont les meilleurs jeux à chaque fois. Et ce jeu-là, en fait, Magic Realm était toujours pas toujours, mais était majoritairement dans les sections, les jeux les moins populaires. Alors, c'était les jeux vraiment que les gens aimaient le moins. Malgré tout, le paradoxe, c'est que c'était dans les jeux les plus joués, les plus essayés. Alors, il y avait une espèce de... Les gens voulaient jouer, mais il y avait comme une communauté qui était forte, mais il y avait aussi beaucoup pas de hate, mais c'était quand même un jeu vraiment massif. Donc, presque 10 ans avant que ça sorte,
Pourquoi est-ce que c'est aussi influent? Ben, parce que c'est excessivement culte comme jeu. Ça a permis de sortir un jeu monstrueux aussi. Une des mécaniques intéressantes dans le jeu de Magic Realm, c'est qu'au début de la partie, tu décides, comme je vous disais au début, il y a plusieurs choses que tu peux faire dans le jeu, tuer des monstres, accumuler des trésors, aller parler à des locaux, faire du commerce, tout ça. Faire du commerce, je ne sais pas à quel point, là, mais bon, aller avec des NPC. Et au début de la partie, tu vas choisir en fait comment tu veux gagner la partie. Donc, tu dis, moi, je mets 2 points là-dedans, je mets 1 point là-dedans, je mets 1 point là. Je pense que 5 points, tu avais à répartir, là. Et donc, comme ça, tu pouvais personnaliser un peu le type d'objectif que tu allais faire dans ton jeu. Ça rappelle étrangement la mécanique complètement inutile dans le jeu Tales of the Arabian Night, où au début de la partie, tu choisis combien de points ça te prend pour gagner. Parce que dans Tales, il n'y a pas vraiment d'impact sur ta façon de jouer. Et bien entendu aussi au niveau de l'influence, ça rappelle beaucoup un jeu comme Mage Knight, qui est un jeu encore une fois très complexe. Donc quand même assez influent. Pierre, je te passe la parole. Ben, c'est une merveilleuse introduction. Écoute, je ne m'attendais pas à ce que tu en fasses une si élaborée. C'est intéressant. Oui, effectivement, l'influence de Magic Realm est indéniable. Pour vous penser, Simon parlait de Mage Knight tout à l'heure. Ben, Mage Knight, c'est probablement le jeu qui ressemble le plus à Magic Realm. Et s'il y en a qui vraiment ne jurent que par Mage Knight, eh ben, ces gens-là ne vont absolument pas du tout rester indifférents à Magic Realm, parce que c'est vraiment le squelette, ou peut-être pas le squelette, je dirais la version alpha de Magic Realm. J'ai le goût de jouer à Magic Realm. Là. C'est comme, si tu regardes ça, t'es comme, je veux faire une partie. Est-ce que c'est bon? Eh ben, Magic Realm, c'est un jeu absolument étonnant, parce que il réussit à vous transporter dans un monde fantastique médiéval, comme Donjon Dragon réussit à le faire, sans avoir besoin de maître de jeu. Et il réussit à le faire beaucoup plus que Mage Knight aussi. Parce que Mage Knight, ce qui arrive, c'est que vous êtes vraiment pris dans les calculs à pu finir de quelle carte vous allez jouer, dans quelle séquence, pour essayer de vous tirer d'affaire devant un obstacle que vous allez essayer de vaincre. C'est technique, là. C'est très technique. C'est très, très technique. Magic Realm va éviter ça parce que le hasard va être au rendez-vous, mais attendons-nous, ce n'est pas un hasard qui va être punitif et qui va être vraiment injuste. Il va être là, mais il va être là simplement pour doser le jeu qui pourrait être beaucoup trop intense s'il n'y avait aucun hasard. Le principe de Magic Realm est donc comme Mage Knight, c'est-à-dire que vous avez des aventuriers qui vont se promener jour et nuit, comme dans Mage Knight, et qui vont essayer de faire des missions, comme dans Mage Knight, pour faire des points, comme dans Mage Knight, selon les missions qu'ils ont faites. Donc, quand je parle de selon les missions qu'ils ont faites, eh ben, ça peut être vraiment combien de monstres ils ont tués, ou combien, je sais pas moi, de trésors ils ont cumulés, combien de sorts magiques ils ont appris. Parce que vous pouvez avoir de la magie dans Magic Realm. Forcément, le jeu ne s'appellerait pas comme ça sinon. Bien vu. Là, juste pour te dire, là, tu disais aux gens, vous allez jouer le jour et la nuit. Juste vous dire que dans ce jeu-là, c'est séparé. C'est pas le jour et la nuit. C'est que tu joues Sunrise, Birdsong, Oui. Daylight, Sunset, Evening, Midnight. Oui, ben en fait... Alors, c'est séparé en comme 6 parties différentes de la journée. Là. Oui, exactement. Mage Knight va être moins détaillé là-dessus. Il y a 28 jours à passer dans Magic Realm. Alors oui, ça dure longtemps. Maintenant, ça dure longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui se joue comme diplomatie. Si vous avez 16 joueurs autour de la table, les 16 joueurs vont jouer en même temps pratiquement parce qu'ils vont tous écrire à l'avance leurs actions qu'ils vont faire dans un ordre précis. Oh, ok, cool. Ça, je savais pas, nice. Et en ce sens, Magic Realm était quand même assez audacieux à cette époque pour ça, parce que le temps qui pouvait s'écouler entre joueurs, on n'en tenait pas vraiment compte dans les années 70-80. On était vraiment tellement absorbé par comment un jeu pouvait se dérouler autrement qu'on se moquait pas mal du temps qu'un joueur pouvait attendre en attendant son tour.
pas Magic Realm. Parce que Magic Realm, étant donné qu'il accordait une importance à 16 joueurs, qui pouvait permettre de jouer à ce joueur, il fallait trouver un moyen de ne pas faire attendre un joueur dans une partie à 16. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Mais Magic Realm, à vrai dire, n'est pas seulement l'ancêtre de Mage Knight. Magic Realm, c'est l'ancêtre de Gloomhaven. C'est l'ancêtre aussi de Eclipse. C'est l'ancêtre de Twilight Imperium. C'est l'ancêtre de Catan. Pourquoi c'est l'ancêtre de tous ces jeux-là? Simon aussi a mentionné les tuiles hexagonales. Magic Realm a été le premier jeu de tous les jeux de société à utiliser des tuiles hexagonales pour former un plateau. Et il a utilisé des mécaniques aussi qui pouvaient être similaires à des jeux que je viens de nommer. Catan, par exemple. Cette fameuse façon de produire des ressources dans Catan, où vous lancez un dé pour activer des tuiles. C'est exactement comme ça que les monstres apparaissent dans Magic Realm. Vous lancez un dé et ça va faire activer un hexagone. Et ensuite, on va regarder où le monstre va apparaître dans l'hexagone, parce que chaque hexagone de Magic Realm va avoir plusieurs petits détails, des chemins qui vont être tracés, avec des chiffres qui vont être aussi dans des intersections de ces chemins-là. Alors, c'est là que les monstres vont apparaître parfois. Le système de combat de Magic Realm, effectivement, ont été repensés à force de faire des éditions. À vrai dire, il y a eu 3 éditions de Magic Realm, 2 officielles, une qui a été brodée par la communauté de joueurs qui sont fanatiques finis du jeu. Le jeu a commencé avec un livre de 36 pages. Ensuite, il a monté à plus de 80 pages et maintenant, il est à plus de 120 pages. Oh! Et pourquoi? Parce que il y a tellement de situations qui peuvent arriver dans Magic Realm, et c'est ça, en fait, qui faisait en sorte qu'on critiquait le jeu comme étant un des jeux les plus compliqués, c'est qu'il y avait beaucoup de situations dans tout ce système de jeu très, très intriqué. Il y avait beaucoup de situations qui pouvaient arriver où on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait selon une telle situation. Et parce que ces situations-là provoquaient des questionnements, il fallait rehausser les règles et répondre aux questions. Et c'est pour ça que le jeu s'est ramassé avec un livre de 120 pages et plus. Mais les règles, les idées qui sont dans ce jeu-là sont vraiment d'un génie immaculé. Richard Embrun, c'est une machine à idées. C'est d'ailleurs comme ça que Alan Moore le décrivait. Selon Alan Moore, au dire d'Alan Moore, il n'a jamais connu personne d'autre dans sa vie qui génère autant d'idées que cet homme. À un point tel qu'il a même dit il serait excellent s'il était employé dans n'importe quelle entreprise et son seul rôle, ce serait de donner des idées à quelqu'un qui a le goût de créer quelque chose. Parce que cet homme-là n'a pas créé beaucoup de jeux pour la simple raison qu'il avait, selon Alan Moore toujours, un sens de l'organisation absolument médiocre. Et de planification aussi. Alors, il n'arrivait pas vraiment à se retrouver dans ses propres idées parfois, et c'est pour ça que ces jeux pouvaient prendre un temps fou à finir. Mais il avait des idées à revendre, et il avait des concepts de jeu qui sortaient des sentiers battus, vraiment d'une façon aussi étonnante que l'équipe de Future Pastimes. À part, parce que dans Magic Realm, il a inventé des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Des choses que vous voyez dans Mage Knight, un jeu qui est sorti en 2012, c'était déjà là en 1979 avec Magic Realm. Il y avait, par exemple, une mécanique d'un sort de magie, et ça c'est vraiment intéressant, je ne pense pas avoir revu ça dans aucun autre jeu de société. Il y avait des sortilèges dans Magic Realm qui sont classés comme des sortilèges à effet permanent. Alors, quand on a un sortilège à effet permanent, ça veut dire que forcément, par définition, l'effet va être là pendant toute la durée du jeu. L'idée, par contre, c'est que la permanence est une semi-permanence, parce que il va y avoir des moments où la permanence va perdre son effet. Parce que dans Magic Realm, il y a des couleurs qui sont associées à la magie. Et lorsque vous vous aventurez dans des environnements où cette couleur-là est mise en évidence, la magie qui est associée à cette couleur-là devient active. Alors, quand vous aviez un sort de permanence, par exemple, qui pouvait vous transformer en canard, et que ce sort-là était associé à la couleur violet, si vous étiez dans une case où le violet n'était pas présent, vous repreniez votre forme d'humain. Mais si vous étiez dans une case où il y avait du violet, là, vous redeveniez canard. Alors, comment gérer tout ça à travers l'aventure? C'est ça qui faisait le génie de Magic Realm, entre autres.
Il y avait des règles également sur les combats. C'est-à-dire la façon de gérer les points de vie. Il n'y a pas de points de vie dans Magic Realm. Il y a des actions. Chaque personnage va avoir 12 actions. Quand vous avez un dégât, vous perdez une action, l'usage d'une action. Si vous voulez regagner l'usage de cette action, vous allez simplement vous guérir et ça va en quelque sorte vous donner un point de vie. Cette mécanique-là, on l'a vu dans Dungeon Party. Oui, dans d'autres jeux, en fait, c'est drôle parce que je pense à un jeu qui a très bien au proto de l'année, le jeu Heredity, qui était très très bon, en fait, qui utilisait exactement cette mécanique-là, en fait. Exactement. Et il y avait aussi dans Magic Realm une règle très simple, les dégâts n'étaient pas chiffrés, ils étaient qualifiés. Vous pouviez avoir un dégât léger, un dégât médium ou un dégât lourd. Et si votre protection pouvait endurer des dégâts médiums, ben voilà, ça fonctionnait, vous perdiez un jeton d'action ou l'usage d'un jeton d'action. Si votre dégât était lourd et que votre protection était médium, vous mourriez sur le champ. Mais vous pouviez refaire un autre personnage. Et il y en a 16 sortes de personnages et ils ont tous leurs caractéristiques bien à elles. Bon, je passe encore les détails de Magic Realm parce que c'est ahurissant le nombre d'idées géniales qu'il y a dans ce jeu. Et c'est un jeu, vous vous en doutez, monstrueusement détaillé. Mais c'est assez hallucinant que personne n'ait osé refaire ce jeu dans les éditeurs d'aujourd'hui. Ne serait-ce que pour en faire une version qui est quand même plus adaptée. Je crois que Mage Knight... Actualisé tout ça. Ouais. Mais là moi, j'ai toujours vu cette boîte de Magic Realm. Je l'ai vu quand même régulièrement dans ma vie. Et à chaque fois, je pensais que c'était un genre de talisman. Oui, ben, à vrai dire, oui. Talisman doit à Magic Realm. Un autre jeu qui doit à Magic Realm est Talisman. Parce que Talisman, si il faut le qualifier, c'est l'extrême opposé dans la complexité des règles à Magic Realm. Talisman, c'est ce que Magic Realm serait si on le croisait avec Jour de paye. Ouais, j'allais dire avec Monopoly, mais oui, avec Jour de paye, c'est encore mieux. OK, c'est bon. Fait que c'est vraiment, on peut dire, une version très, très simplifiée, éthérée de Magic Realm. Fait qu'on n'est pas dans le même genre d'expérience au final. Là. Non, absolument pas. Ce que Talisman a essayé de faire, c'est de conserver l'essence de Magic Realm dans l'aventure vraiment carré de sable, parce que c'est ce que le Magic Realm a fait aussi. Il a inventé le style de jeu carré de sable. Et ça... C'est fou, parce qu'on parlait de le premier jeu à l'avoir fait. C'était quoi? C'était un jeu qui est sorti récemment. Là, mais, oui, en fait, Xia est un jeu carré de sable. Xia, qui est un jeu, finalement, de science-fiction. Legends of the Drift System. Plusieurs ici, peut-être, le connaissent, où vous avez un vaisseau spatial qui se promène et qui peut devenir agressif ou pacifique. Marchand, si vous voulez. Marchand et maraudeur. Ben oui, Merchant and Marauder. Ça, c'est... Et là, on est quand même tous des jeux qui sont pas mal plus tard dans l'histoire. Oui, exactement. Magic Realm a inventé un style qui s'est développé beaucoup plus tard dans les années ensuite. Et c'est à ce point que c'est pour ça que ce jeu est une pierre monumentale dans les jeux d'influence. Maintenant, est-ce qu'il est aussi incontournable que Cosmic Adventure et que Donjons Dragons? Peut-être pas, mais... On le voit avec le paradoxe que Simon a dit tantôt. Les joueurs s'acharnent, les connaisseurs de Magic Realm s'acharnent à jouer à ça, malgré les océans de nouveautés qui arrivent sur le marché. Oui, ben, tu sais, la dernière fois, on parlait de nombre de joueurs. Peut-être que dans ce cas-ci, on peut pas dire que c'est un jeu qui est dans l'imaginaire collectif. Là. C'est pas Boggle, c'est pas Uno, mais le culte est très fort chez un petit nombre de joueurs. Un nombre de joueurs quand même plus petit. Et l'impact que ça a eu sur... en fait, l'inspiration que ça a apporté sur d'autres designers est assez phénoménal. Tu as nommé d'ailleurs beaucoup d'exemples là, qui permettaient de voir ça assez facilement. Oui, exactement. Donc, voilà pour le 5e jeu qui fait le tour de ce qu'on avait aujourd'hui. Oui, je pense effectivement, comme tu l'as dit, ça fait le tour de ce qu'on avait aujourd'hui. Si on veut éviter d'atteindre le 2 heures. Alors, Pierre et Simon, c'est un nouveau duo. On essaye quand même de garder ça le plus concis possible. Ça nous aura pris comme 8 saisons avec JF, amener ça à un temps raisonnable. Mais là,
on explore des choses. Fait éventuellement, on fera des épisodes qui ne durent pas 2 heures. Surtout qu'on a 50 jeux à vous présenter. Moi, je pensais qu'on allait en présenter 10 par épisode. Fait que, en tout cas, on va se pratiquer, mais je pense que c'était vraiment intéressant. Surtout que Dungeons & Dragons, il y avait des choses à dire. Et là, on est dans une période de 5 ans, hein, on se rappellera. Dungeons & Dragons, 18-29. D'ailleurs, Pierre, tantôt, tu disais que Magic Realm était le premier jeu à utiliser des hexagones. C'est-à-dire des tuiles hexagonales, parce que les hexagones existaient dans les jeux de guerre sur des plateaux, mais il y a des tuiles hexagonales. C'est sûr que 18-29 utilisait des tuiles hexagonales, mais c'était quand même un petit jeu obscur. Hein, c'était pas vraiment un plateau modulaire, je dirais. C'est ça, effectivement. Ça, c'est clair que je trouvais ça assez intéressant de voir un plateau modulaire hexagonal en 79. On a tendance à croire que c'était pas le genre de choses qui se faisait. Cosmic Encounter, Squad Leader, Magic Realm, alors quand même, toute une époque pour le jeu. Mais bien entendu, on parle des jeux les plus influents. On va voir que dans les 5 dernières années, il y a eu des titans qui sont sortis. Mais c'est toujours excitant de contempler l'histoire qui nous précède, puis d'avoir des frissons en le regardant. Oui, tout à fait. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était l'épisode 2 de la saison 10 de Balado Ludique. On se revoit la semaine prochaine pour la suite. Pierre, je te souhaite une très bonne journée. Réciproquement.